Bienvenue sur Trait d'Union, le podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner. Car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Dans cet épisode 3, j'ai la joie d'accueillir Christelle Esnoul, auteure du livre « Olivia, mon cri d'amour, ma douleur ». Dans ce livre témoignage, Christelle a à cœur de partager sans phare et avec la plus grande sincérité son long parcours de résilience après avoir vécu 2 deuils périnataux de façon très rapprochée. Son livre est un témoignage fort basé sur son expérience de femme, d'épouse, de maman. Un témoignage sincère, parfois difficile, mais avant tout, un témoignage d'amour et d'espoir. Alors Christelle, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de ce podcast Trait d'Union. Alors, on ne se connaît pas personnellement, hein, c'est effectivement une connaissance commune qui a permis qu'on se rencontre aujourd'hui. Vous l'avez compris, on a échangé un petit peu il y a quelques jours. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de partager, de transmettre, de parler aussi de nos histoires qui pour moi sont importantes. Je pense que chaque parcours de vie a une richesse, a quelque chose qui peut apporter aussi à d'autres personnes. Donc, j'aimerais que vous puissiez peut-être commencer par vous présenter et puis ensuite on partira aussi très rapidement sur l'écriture de votre livre qui a été je crois, quelque chose de très important dans votre chemin de guérison, dans votre parcours de vie, qui s'appelle donc Olivia, mon cri d'amour, ma douleur. Vous êtes en recherche encore d'éditeurs aujourd'hui. Je crois qu'il y a des choses qui devraient voilà, continuer un petit peu à se mettre en place. Donc voilà, je vais vous demander tout simplement de commencer à vous présenter, puis on va suivre le fil naturellement. Eh bien, bonjour Sylvie, merci de m'accueillir dans ce podcast parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion du coup d'enregistrer un podcast. Donc, merci à vous pour l'invitation. Un petit clin d'œil à Audrey qui nous a mises en contact parce qu'il ne faut pas l'oublier, voilà, parce qu'Audrey a été aussi un moteur important dans l'écriture de ce livre. Alors, donc, je m'appelle Christelle, j'ai 48 ans, je vis dans l'Eure, le département de l'Eure. Je suis mariée, en couple depuis 22 ans, mariée avec mon compagnon depuis toutes ces années. Et je suis la maman de 3 enfants. Une première petite fille qui s'appelle Maëva, qui n'a pas vu le jour. Une deuxième petite fille qui est née, qui s'appelle Olivia, mais qui malheureusement est décédée après 5 jours de vie. Et mon garçon, Sacha, qui vient de fêter ses 15 ans. Je suis également grand-mère d'une petite fille qui aura bientôt 6 ans et l'heureuse tata de 9 neveux et nièces. Voilà. Donc effectivement, une vie riche déjà par rapport et donc quand vous me dites, vous parlez de votre mari, etc., je crois que ce que vous m'avez dit la dernière fois, c'est que ce livre, qui est donc un livre sur le deuil notamment également, qui parle aussi du deuil périnatal, peut-être vous allez Oui. pouvoir un petit peu expliquer aussi peut-être ce que c'est plus précisément. Ce livre était donc un témoignage et l'aboutissement je crois, de nombreuses années de correspondance et d'écriture avec votre fille. Était un témoignage aussi, ce livre est un témoignage d'amour, autant pour donc, vos filles et votre mari, donc, qui vous a beaucoup soutenu. C'est ça? Alors tout à fait, c'est-à-dire que très naturellement, pour un peu retracer l'histoire de notre parcours de parents, très naturellement, très vite, en fait, l'idée d'un enfant s'est installée dans notre vie de couple. Donc, je suis tombée enceinte assez rapidement une première grossesse pour moi. Mon mari avait déjà un premier enfant d'une autre union. Euh, Bon, malheureusement, premier rendez-vous d'écho, on nous annonce que malheureusement, ce bébé est porteur de multiples malformations. Et donc, on nous envoie faire toute une batterie d'examens, tout un protocole pour valider l'idée d'une interruption médicale de grossesse. Donc, c'est un peu le chaos parce que quand c'est une première grossesse, on ne s'attend pas à ce qu'on nous coupe les jambes
et qu'un immeuble nous tombe entier sur la tête en se disant: «Mais comment ça? Ce bébé va pas pouvoir voir le monde, venir au monde, je vais pas pouvoir le tenir, je vais pas pouvoir lui parler» et cetera. Bon, le parcours médical, qui a entouré cette interruption médicale de grossesse, il a été lourd, parce qu'en fait, on nous a un petit peu dépossédés, de cette décision. C'est-à-dire que quand on est porteur d'un enfant, mal formé, quelle que soit la malformation, on nous explique qu'il y a potentiellement la possibilité de faire une interruption de grossesse, mais qu'aussi on peut décider de garder cet enfant. Mais finalement, dans notre parcours à nous, en tout cas, on nous a pas tellement laissé le choix. On est en quelle année là, Christelle? Alors là, on est en 2003, voilà, je suis enceinte de 6 semaines à peu près quand on nous annonce le diagnostic, d'une malformation assez importante. Finalement, bah, ce bébé, ne verra pas le jour, une interruption de grossesse du coup a bien été réalisée à l'hôpital, donc j'étais enceinte de 15 semaines. Donc c'est un bébé qui a commencé tout juste à bouger, que j'ai tout juste commencé à un petit frémissement, voilà, dans mon ventre. Ça a été un éclat, important, tout en se disant que bon, et ben, comme beaucoup de parents, on imaginait, et ben, on allait rebondir, que, c'était, peut-être mieux pour cet enfant aussi de ne pas voir le jour parce qu'avec toutes ces multiples malformations, ça voulait dire équipement, rééducation et cetera et cetera. Donc très vite, on s'est un petit peu, remobilisés en se disant, et ben, on a certainement fait le meilleur choix pour cet enfant avant tout, mais aussi pour nous parce que ça aurait été très lourd à porter. Donc, dans la foulée, en fait, un deuxième bébé vient s'installer, voilà, donc je suis tombée enceinte en juillet. L'interruption de grossesse, de ma première fille avait eu donc lieu le 22 janvier 2004. Juillet 2004, un bébé se met en route. Bon, ben, très heureux, pareil, 1er rendez-vous pour l'échographie, bah, là, on nous annonce que tout va bien. Donc bah, super, en fait, c'est un petit peu l'apothéose. On se dit: «Bah, écoute, la première grossesse a été entre guillemets», je le dis bien entre guillemets, «une Mmh. erreur de parcours», Mmh. comme ça aurait pu très bien se déclencher une fausse couche, voilà. Et puis, et ben, je vis une grossesse tout à fait, normale. Je continue à travailler, j'ai mes activités, je conduis, enfin bref, comme n'importe quelle maman, Mmh. attend un enfant. Et puis, mon gynéco décide de me mettre quand même un peu au repos. Elle estime que voilà, psychologiquement, la première grossesse a quand même eu un impact, sur mon psychisme. Donc elle voudrait que je me focalise dans ma bulle, en fait, pour accueillir cet enfant sans qu'il y ait l'ombrage de cette première grossesse qui vienne, interrompre quelque chose en fait qui était en train de se créer, ce lien qui était en train de se créer avec mon bébé. Elle voulait pas qu'il y ait de pensées négatives, de choses, voilà, qui auraient pu être un petit peu destructrices. Ça, c'est votre gynéco qui vous dit ça? C'est Oui. pas d'accord, OK. Ouais, c'est mon gynéco qui pense que voilà, ça peut être intéressant de prendre du temps pour moi, de laisser, de ressentir aussi cette grossesse, parce que c'est une deuxième grossesse, mais finalement qui ne s'était pas installée, physiquement, en tout cas, à l'intérieur de moi, que je ne ressentais pas. Donc là, effectivement, et ben, je dors, je mange, je vis, ma petite vie. Et puis, un jour, je me retrouve sur le canapé, un petit peu en manque d'oxygène, du mal à respirer et la poche des os se rompt. Catastrophe, j'appelle mon mari, je lui dis: «Écoute, ça va pas du tout, je viens j'ai un liquide qui me coule entre les jambes, qu'est-ce que je fais?» Donc là, il me dit tout de suite: «Appelle ta gynéco». Bon, bah, j'appelle ma gynéco en urgence qui me dit: «Christelle, vous filez tout de suite aux urgences, vous allez à l'hôpital de Poissy, ils ont un service exprès pour ça». Donc à l'époque, j'étais enceinte de 6 mois. Donc un petit peu trop tôt pour une arrivée de bébé quand même, hein, voilà. Mmh. Donc branle-bas de combat autour de moi, ma mère, m'emmène, mon conjoint qui à l'époque on n'était pas encore mariés, mais mon conjoint me rejoint. Bon, on me reçoit dans une salle, on me fait des examens et on me dit: «Écoutez, on va stopper les contractions, donc perfusion». On m'amène en chambre et on demande à mon conjoint de me laisser, pour la nuit et qu'il puisse revenir le lendemain. Donc bon, bah, je suis en chambre, effectivement, les contractions ont cessé, je suis un peu nerveuse, je comprends pas trop ce qui se passe, je me dis: «Mais enfin, à 6 mois, qu'est-ce que» on m'explique pas trop, en fait. On me laisse un peu dans un coin. L'idée, c'était d'arrêter les contractions. Mmh. Et puis, il doit être à peu près 1 heure du matin, de nouveau, les contractions se remettent en marche, mais de façon beaucoup plus pressante. Donc là, ben, autour de moi, c'est, le corps médical qui prend le dessus. Donc, je suis dans la pièce, mais à aucun moment on s'adresse à moi. Ils se parlent entre eux, faut la coucher, le bébé, le cœur. Alors j'entends,
J'entends des mots, je ne comprends pas ce qui se passe. Et dans la panique, on m'emmène au bloc. Donc, on me rase le pubis, on me badigeonne de bétadine, je vois le champ se mettre devant moi, la Charlotte, on me branche de partout, des capteurs et tout et tout. Et je ne peux pas parler. J'ai le Oui. souffle coupé. Je Vous, suis vous vous êtes là et prise. pas là en même temps. Ouais. Non, je suis prise dans ce tourbillon, je suis spectatrice de ce qui se passe, c'est pas du tout actrice. Mm. Et là, césarienne en urgence, mon bébé arrive, je ne peux pas la voir, on l'emmène très très vite. Bon, on me recoue, là, pareil, la seule chose que j'arrive à demander, c'est est-ce que mon mari est là? Est-ce que vous avez réussi à le joindre pour qu'il arrive? Et on me répond, je ne sais pas. Et là, angoisse totale. Je viens de me rendre compte que ça y est, j'ai accouché, que mon mari n'était pas là, que ce bébé arrive à 6 mois de grossesse. C'est la stupeur, je suis effrayée, voilà, tout un tas de sentiments, je suis bouleversée en fait. Un choc, ouais. Mm. Exactement. Je sors de là, je croise le regard de mon mari. Alors là, je me dis, s'il est là, tout va bien se passer. Parce que mon mari a cette force, pour moi, c'est un Absolument. pilier, voilà, c'est un rocher vraiment important. Et au moment où moi, je pars en salle de réveil, je croise ma fille dans sa couveuse et on me fait une haie d'honneur dans le couloir en me félicitant pour la naissance de ma fille. Et là, on me demande, c'est une petite fille, comment souhaitez-vous l'appeler? Donc, je réponds Olivia. Voilà. Et donc, je pars en chambre de réveil, elle part en néonat. Et voilà, je passe 2 heures en salle de réveil, tout se passe bien. Avec mon mari, on ne se parle pas. On est sous le choc. On ne comprend pas, on ne sait pas. Est-ce qu'on va pouvoir voir notre fille? Est-ce qu'elle va bien? On ne sait pas en fait. Donc chacun se met dans sa bulle. Mon mari décide de rentrer se reposer. J'intègre une chambre. Et puis le lendemain matin, on m'annonce qu'on me change de chambre. D'accord? On me dit on va vous mettre en chambre individuelle. Et là, pour moi, déjà, je me dis, il se passe quelque chose. Bon, donc je vais dans le service, des grossesses à haut risque. Et mon mari arrive le matin, tout gai, en me disant: «Ça y est, j'ai une photo d'Olivia». Donc, il avait réussi à avoir une photo d'Olivia, qu'il avait demandé à ce qu'on imprime. Il me la met en face du mur. Et là, je lui dis: «Mais, emmène-moi, je veux la voir, je veux la toucher». Mm. Donc il m'emmène, on monte. Et là, on est accueillis par les bips, les bruits, les sons, les capteurs, une atmosphère très feutrée, les stores fermés, beaucoup de chaleur. Et c'est un peu angoissant. On arrive dans ce couloir, je me demande, où est ma fille, dans quel état je vais la trouver, pareil, c'est un sentiment de panique, j'ai envie, donc je suis un peu pressée d'y aller. En même temps, j'avance à reculons en me disant: «Mais qu'est-ce que je vais trouver devant moi? C'est quoi un bébé de 6 mois qui naît à 6 mois de grossesse, en fait? C'est quoi? J'en sais rien». Donc je suis effrayée, voilà. Et on rentre dans cette pièce et là, on découvre notre pitchounette, voilà, qui est grande comme la main de mon mari, avec, son petit bonnet, des sondes partout, les capteurs. Et on fait connaissance de la sage-femme qui s'occupe d'elle, enfin la puéricultrice, pardon, qui s'occupe d'elle. Et très vite, pendant que nous, on est en extase, en fait, on la regarde et on se dit: «Mais elle est belle, elle a ses doigts, elle a ses pieds, elle a sa tête, ses oreilles», enfin tout. On sent quelqu'un derrière nous qui nous demande si on peut se parler, donc oui, donc moi je suis dans un fauteuil parce que la césarienne, a Mm. été très douloureuse pour moi. Donc il nous annonce très vite qu'en fait notre fille souffre d'une malformation très, très grave qui s'appelle l'atrésie de l'œsophage. Brièvement, en fait, il manque un morceau d'œsophage pour relier la bouche à l'entrée de l'estomac, ce qui veut dire que cet enfant ne peut pas s'alimenter, ne peut même pas déglutir sa salive parce que ça s'accumule en fait au fond du trou, voilà, béant. Mm. Et après du coup, elle est obligée de recracher. Donc là, mon mari est sur le point de faire un malaise. Le monsieur qui nous annonce ça, en fait, lui, est très passif. Il nous dit: «Écoutez, voilà, c'est une malformation très grave, on ne sait pas si votre petite fille a des chances de vie». Bon, pareil, on se retrouve chacun dans notre bulle et on se dit: «Mais enfin, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Ouais. Qu'est-ce qui se passe?» Mais pourquoi aussi? Pourquoi? On a déjà perdu une petite fille, là, de nouveau une petite fille et puis qui C'est arrive avec une malformation. l'ange. Mm. Ouais, le mélange, l'interrogation, la stupeur, de nouveau, c'est la frayeur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ce bébé qui va pas vivre, mais comment ça, il va pas vivre? Il est là devant moi, je le vois, je le sens, je le touche, il est là, en fait, qu'est-ce qui va pas? Bon, cette petite fille, malheureusement, elle n'aura vécu que 5 jours parce qu'en fait, au moment de l'accouchement, ils n'ont pas accouché assez vite. C'est-à-dire que quand ils ont fait le protocole pour stopper les contractions, elle était déjà en souffrance et une hémorragie cérébrale, en fait, s'est créée au niveau du premier hémisphère droit qui ensuite s'est répandue à l'hémisphère gauche
Et donc, très vite, on nous a annoncé voilà, que notre fille allait décéder dans les heures, voire les jours qui arrivaient, mais que son espérance de vie était très limitée. Donc, avec mon mari, on a fait le choix d'accompagner Olivia. C'était un choix vraiment important. On voulait faire connaissance de cet enfant qui, malheureusement, n'allait pas faire partie de notre vie. Alors, elle faisait déjà partie de notre vie, mais elle ne ferait plus partie de notre vie. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'accueillir ce moment comme un moment de grâce. Un moment où, effectivement, on la berce de tout l'amour qu'on a pour elle depuis qu'on sait qu'elle est à l'intérieur de moi, de tous les espoirs aussi qu'on avait fondés sur cette grossesse, sur cette vie de famille qu'on avait envie de créer. Et très vite, on lui dit qu'il faut qu'elle parte, qu'il faut qu'elle arrête de lutter, qu'elle a été très courageuse, qu'on est fiers d'elle, qu'on l'aime, mais que voilà, ça sert à rien de résister et qu'on est là et qu'elle peut partir paisiblement. Donc là, c'est vraiment à ce moment-là, c'est vraiment une conversation également que vous avez déjà avec votre mari Tout à fait. et qui En super. fait, avec mon mari, tout s'est fait très spontanément. On n'a pas tellement parlé. Les choses sont venues très spontanément. C'était instinctif. Ce bébé, il était là. Il fallait qu'on vive ce qu'on avait à vivre avec elle et qu'on n'ait surtout pas de regrets. Et donc, l'accompagner jusqu'au bout, c'était aussi ça. C'était être capable de lui dire qu'on l'aimait, qu'on était désolé, effectivement, de tout ce qui se passait, mais que malheureusement, on ne pouvait pas l'expliquer, mais que voilà, elle ferait toujours partie, moi, de mon corps, parce que j'en porte les stigmates avec cette cicatrice de césarienne, mais aussi dans notre vie parce que avec le projet peut-être d'avoir d'autres enfants, et avant elle, il y avait eu Maïva, et que après elle, on espérait pouvoir avoir un jour un enfant, mais bon, c'était pas le sujet à ce Mmh. moment-là. Et c'était aussi lui dire que elle était là parce qu'on avait envie de créer cette famille, et que cette famille aujourd'hui, elle était dans la souffrance. Parce que quand on vit quelque chose comme ça, on n'est pas qu'un couple. On est aussi toute une famille autour. On est des grands-parents, on est des oncles et tantes, on est des frères et sœurs. Et donc, on attend l'arrivée de ce bébé en se disant, mais ça va être super, enfin voilà, les Noëls, les anniversaires, les vacances. Et finalement, quand on annonce que ce bébé-là, il s'est envolé, on se rend compte qu'autour de nous, c'est un tsunami pour tous ceux qui nous entourent, en fait. Tout le monde. C'est ça. Mmh. Donc, le retour à la maison a été quand même assez compliqué parce que pour la deuxième fois, je pars de chez moi enceinte et je rentre avec le ventre vide et les Mmh. bras vides. Et ça, c'est un sentiment, je crois qu'on peut pas, on peut jamais se remplir de ça. On peut jamais combler ce sentiment de se dire, je suis partie avec un bébé à l'intérieur de moi et je rentre et là, il n'y a plus rien, en fait, il n'y a plus de vie. Il y a la mort, en fait, quelque part. C'est comme si ce corps, il est capable que de fabriquer de la mort. Alors, à 2 fois de suite, à un an d'intervalle, parce que j'ai perdu Olivia, Maëva, du coup, est née sans vie le 22 janvier 2004. Olivia est née le 20 janvier 2005 et est décédée le 25 janvier 2005. Donc, à tout pile, Un un an an après. d'intervalle, on perd cette deuxième petite fille dans des conditions qui sont tout à fait... J'ai pas tellement les mots, en fait, pour dire, parce que c'est vraiment, c'est vraiment la tornade, on est aspiré là-dedans, on perd pied, on manque d'oxygène, on a du mal à faire la part des choses, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on peut faire, on n'en sait rien en fait. Mmh. On se laisse entraîner dans le truc et la seule chose qu'on a été capable de faire nous, c'était d'accompagner notre fille jusqu'à son dernier souffle. Voilà, Mmh. ça c'était quelque chose qu'on avait décidé nous et tout le reste, on nous l'a un peu imposé quoi. On a vécu au rythme des médecins qui nous ont annoncé au fur et à mesure que l'état se dégradait, etc., etc. Mais on ne nous a jamais laissé le choix de et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Aujourd'hui, justement, avec tout ce recul, quand vous repensez à cette période-là et à ces jours-là, de quoi vous auriez eu le plus besoin de la part, on ne peut pas refaire le passé, bien sûr, Non. mais de quoi vous auriez eu besoin pour, à un moment Ben, donné, en fait, ce bouquin que j'ai écrit, du coup, qui découle aussi voilà, de ce parcours de maman qui est en deuil périnatal là, 2 fois de suite à un an d'intervalle, c'est aussi un message pour l'équipe soignante. Parce qu'effectivement, ils ont un rôle très important à jouer dans la prise en charge médicale de la maman et médicale du bébé. Mais il n'y a pas ce côté psychologique où on prend le temps d'échanger avec les parents. Nous, on a reçu des informations et à aucun moment, on nous a demandé, et vous, savez, que voulez-vous? entendez-vous? Qu'entendez-vous? Qu'est-ce Mmh. que vous comptez faire en fait de tout ce qu'on vient de vous dire? Mmh. Et à chaque fois, c'était blah, on vous lançait ça comme ça. Voilà, aujourd'hui, elle a fait un arrêt cardiaque. On a eu du mal à la réanimer. On ne sait pas si on en refait un autre, si on va y arriver. On peut peut-être la faire opérer, mais il faut qu'elle fasse 1 kilo. Elle a très peu de chances de s'en remettre. Voilà, à chaque fois, on nous lançait, voilà, on nous donnait des infos. C'est unilatéral, quoi. Il y a quelque part C'est ça. avec la violence, Voilà. Et même si, ouais. sans pouvoir échanger avec ce spécialiste et lui dire, mais qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider notre fille, en fait.
Et avec le recul, pour répondre à votre question, c'est ça que j'aurais aimé, qu'on nous interroge sur qu'est-ce qu'on ressent en fait là, à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on ambitionne pour la suite à venir, et peut-être nous préparer différemment à l'échéance de la mort de notre enfant, parce que du coup, euh, on nous a dit des choses, mais on nous a laissé parfois espérer que son état allait s'améliorer, qu'il y avait des choses à faire, alors que finalement, c'était joué depuis le début, en fait. Depuis Oui, les il y a eu premières aussi heures là de quelque vie, part cette, ouais, c'est ça. Ça a ces été les montagnes montagnes. russes Tout à fait, tout à fait. émotionnelles. C'est ça, c'est ça. Donc là, vous rentrez chez vous. Première fois déjà, vous me dites, j'ai eu l'impression qu'un immeuble Oui. s'abattait sur moi. Comment ça se passe au retour? Alors, comment ça se passe? Bah, il y a cette douleur physique de la césarienne, ce ventre vide. Mm, Il y a cette douleur de rentrer les bras vides aussi. mm, Cette douleur de se dire, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi, à nous? mm, Est-ce que je vais être capable de me relever de tout ça? mm. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà, il y a tous ces questionnements. Beaucoup de Comme si questionnements. c'était un peu une punition, pourquoi 2 fois de suite, Mm. 2 malformations importantes, et puis cette idée de: «J'arriverai jamais à être maman». J'y arriverai pas en fait. Parce que là, ça fait 2 fois qu'on essaye et 2 fois où ça finit mal et je m'en remettrai pas en fait. Donc c'est beaucoup de négatifs, beaucoup de remise en question, énormément de culpabilité. Et ça, je pense que toutes les mamans qui vivent un deuil périnatal ne peuvent pas s'empêcher de culpabiliser parce que c'est nous qui portons les enfants. Et même si mon mari a été très proche en disant que, ben voilà, la vie a décidé que ses enfants étaient porteuses chacune de malformations différentes, mais qu'en fait, on n'y pouvait rien. Dans un coin de notre tête, nous, maman, on se dit: «Bah si, c'est nous qui le créons ce bébé. On le fabrique de toutes pièces, donc s'il va pas bien, c'est de ma faute, j'ai loupé quelque chose, peut-être que j'ai fait trop de ci, pas assez de ça», on n'en sait rien en fait. Donc la culpabilité, je crois que c'est ce qui a été, terrible aussi à porter, mais c'est cette absence de se dire, «Bah ce bébé, il est pas rentré à la maison, je pourrais pas le prendre, je pourrais pas l'allaiter», voilà. Tout ce qu'on avait espéré qui n'existera jamais en fait. Vous arrivez à ce moment-là avec votre mari à continuer à échanger ou est-ce qu'à un moment donné, la douleur prend le dessus et Alors, très vite, moi j'ai eu, on m'a demandé d'avoir un suivi psychologique. Donc j'ai été adressée à une psychologue, spécialisée dans les grossesses à haut risque et dans le deuil périnatal à l'hôpital de Poissy. Heu et en fait, cette psychologue justement, le travail qu'elle a fait avec moi, c'était justement d'essayer de faire en sorte qu'avec mon mari, on puisse continuer à communiquer, mais pas dans la violence. C'est-à-dire de pas dire, «Mais si tu avais fait ça, peut-être que ça se serait passé différemment». De ne pas se faire la guerre de qui est responsable de quoi, en fait. mmh, Parce que c'était là aussi tout un enjeu. bien sûr. Je rappelle aussi quand même que ce qui est important de comprendre, c'est qu'un couple qui décide d'avoir un enfant, quand il y a un premier enfant qui disparaît, bah, c'est un choc pour la femme, un choc pour le mari, mais c'est aussi un choc pour le couple, parce Bien qu'on avait sûr. décidé d'être parents. Beaucoup Mais là, de quand beaucoup ça de se couples qui ne se relèvent pas, hein, de Exactement. ces années. Et en fait, la 2e fois, on se dit: «On va pas y arriver. Notre couple, il va pas tenir, en fait». Parce Mmh. que l'autre, il va penser que c'est de ma faute, que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et puis, comme vous dites, il y a un moment, en fait, où la communication, elle a cessé. On s'est mis chacun dans notre bulle parce qu'on vit chacun le deuil à notre façon, à notre rythme, et on n'était pas du tout sur le même rythme. Moi, j'avais besoin de beaucoup pleurer, j'avais besoin tous les jours d'aller sur la tombe d'Olivia pour que matériellement, ce soit une réalité. De me dire: «Oui, non, mais elle est là ta fille, en fait, tu pas rêvé tout ce qui s'est passé». Vous avez besoin de faire face Exactement, heu, exactement. physiquement et Ouais, et mmh, donc je lui parlais. J'allais passer des heures à parler à ma fille en lui disant que, bah, voilà, tous les regrets que j'avais, cette absence, cette douleur, et c'est quelque chose dont j'ai fait part, en fait, à la psychologue qui très vite m'a dit: Est-ce que ça vous plairait l'idée d'entretenir une correspondance avec votre fille? Sous forme, voilà, de l'écriture mmh. ou bien d'un audio? Peut-être ça peut être pour vous plus facile. Et alors moi j'adore écrire. C'est quelque chose que voilà, très spontanément, j'adore faire des écrits, voilà. Et je me suis dit qu'effectivement, j'avais besoin de poser quelque chose en fait, de lâcher quelque chose, qu'il fallait que ça sorte. J'étais pas forcément capable de le faire verbalement, et je me suis dit: «Bah ouais, peut-être que l'écriture, ça va peut-être m'aider». Et donc au départ, l'écriture de ce bouquin, ça a été une écriture thérapeutique. C'était une correspondance avec Olivia. Et donc l'idée, c'était de lui raconter elle, moi, nous, avec son papa, heu, qu'est-ce qu'on avait vécu, lui parler aussi de sa sœur Maëva, et de voilà, de lui laisser aussi un moment,
toute cette douleur, tous ces regrets, toute cette amertume, toute cette colère aussi, parce qu'il y a énormément de colère, on ne comprend Non. pas. Et d'arriver à lâcher ça. Et finalement, ça m'a fait du bien. Parce que j'arrivais à trouver les mots justes pour exprimer mes émotions du moment. Et c'est ce qui m'a permis aussi, du coup, de revenir vers mon mari pour de nouveau arriver à communiquer. Parce que la colère, elle était tellement importante qu'il y a un moment, en fait, je lui en voulais à lui, quoi. Exactement, ça a été exactement, la même chose pour moi dans mon processus d'écriture hem, heu, donc à ce moment-là, l'écriture donc s'invite dans votre vie, vous écrivez quotidiennement ou quand vraiment à un moment donné, est-ce qu'il y a des rituels? Vous vous dites: «Allez tous les jours j'écris, 1/2 heure» ou c'est plus à un moment donné Alors, quand vous ressentez l'émotionnel qui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire ouais, qu'au moment où je sens que j'ai besoin de partager à ce moment-là quelque chose avec Olivia, je me mets derrière le PC et j'écris. Ça d'accord. peut être 3-4 lignes, ça peut être 2 pages. C'est vraiment fluctuant parce que Ouais. à l'époque, vraiment, c'est l'idée de je parle à ma fille. Mmh. C'est un échange, elle et moi, et rien de plus. Donc, je rentre pas forcément dans les détails puisqu'elle a vécu la même chose que moi, à sa place et moi à la mienne, mais on a vécu cet accouchement traumatique. Alors, moi, je peux lui exposer mon point de vue, malheureusement, j'ai pas le sien, mais moi, je lui explique aussi, je lui note tout ce que j'ai pu ressentir, justement le fait d'avoir été une maman spectatrice de cette naissance et pas actrice, le fait que ce corps médical n'ait pas à un moment pris le temps de se poser, de discuter avec moi, de bah voilà la situation, on ne peut pas faire autrement, le mieux c'est ci, c'est ça, c'est là. Et ça me permet d'apaiser un peu. Alors, J apaiser, c'est un Ouais, petit terme, hein, on est d'accord. on est bien La d'accord. douleur, Mmh. enfin, moi je suis une écorchée vive et je le dis. Parce que quand on perd un enfant, on perd un morceau de soi qu'on retrouvera jamais. Mmh. Et donc quand on en perd 2, 3, Mmh. voilà, parce que la vie parfois impose à certaines femmes de perdre beaucoup d'enfants, je crois qu'on finit par jamais s'en remettre. Parce qu'on perd un morceau de soi qui est tellement important, qui est tellement, je trouve pas tellement le terme, voilà, mais en fait voilà, on se perd. En perdant un enfant, on se perd. Et c'est difficile de retrouver son chemin. Mmh. Voilà. Ce qui me vient au moment où vous me dites ça, c'est que, souvent on dit aussi que l'écriture à quelque part quand on parle à quand on pense à d'autres traumas, ça permet aussi d'aller chercher des parties de nous qu'on a laissées, sur le bord du chemin pour des raisons X ou Y, des parties plus anciennes, d'enfance et cetera. Et donc j'ai ce sentiment moi souvent que l'écriture permet aussi à quelque part de rassembler, des parties de nous qui ont été, ben, effectivement soit traumatisées ou, qui ont eu à vivre des choses, difficiles. Et pour rebondir, pour continuer à parler de l'écriture, j'imagine, enfin, je sais pas comment ça a été pour vous, mais que l'écriture a été aussi, du coup, à quelque part un terreau qui a permis de nourrir aussi votre travail avec la personne qui vous suit, en psycho? Ouais, en fait, au départ, du coup, c'est la psychologue de l'hôpital qui me Mmh. suivait. Bon, après, il y a eu un déménagement. Donc, pour vraiment parler de l'écriture, ça a été très fluctuant. Mmh. Il y a eu des pauses très importantes, il y a eu des moments où c'était très intense. Et puis, du coup, après ce déménagement, j'ai voulu un suivi en hypnose. Parce que je me rendais compte que j'étais assez réceptive, que ça permettait à mon corps, parce que du coup, ce corps en souffrance, il me fait encore souffrir aujourd'hui, hein, voilà, ça va faire bientôt 20 ans, mais il est toujours en souffrance. J'avais besoin de ressentir un corps, qui me fasse du bien. Voilà, et donc l'hypnose m'a apporté, ça. Et c'est cette thérapeute, Audrey, voilà, qui nous a mises en contact toutes les 2, qui très vite entend, dans ma façon de parler que, ah, il y a quand même autre chose derrière, ces écrits. Il y a quand même l'envie de partager quelque chose, et de faire entendre aussi un message. Et donc elle me soumet, elle me dit: «Vous savez Christelle, ce bouquin que vous écrivez, cette correspondance, je pense qu'il aurait vraiment sa place dans les associations de deuil périnatal, auprès du corps médical, pour les encadrants, voilà, les psychothérapeutes, les psychiatres, et cetera. Parce que votre message, en fait, il est fort. Bon, je repars de la séance en me disant: «Qu'est-ce que mon histoire, elle va aller intéresser Pierre-Paul Jacques? Enfin vraiment, je suis pas la seule maman à vivre malheureusement ce drame, je vais m'en relever un jour, je sais pas quand, je sais pas comment, est-ce que c'est vraiment la peine de...» Bon, je laisse ça un petit peu, comme vous dites, dans ce terreau-là, je le plante. La petite graine, elle vient de se planter, mais elle met beaucoup de temps, en fait, à germer. Elle va mettre 5-6 ans peut-être.
Et puis un jour, je revois Audrey et à ce moment-là, je suis pas bien, dans mon travail. Je me pose des questions, je sais pas ce que j'ai envie de faire, et de nouveau, elle pointe le doigt sur l'écriture. Christelle, est-ce que ça serait pas le moment pour vous de remettre un peu au goût du jour, l'écriture, de remettre en avant et peut-être vous allez trouver des réponses là-dedans? Et là, en fait, eh ben, ça a été le démarrage du manuscrit, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'écrivais plus à ma fille. J'écrivais dans l'idée de transmettre un message pour raconter ce qu'est le deuil périnatal. Alors, parce que le deuil périnatal a plusieurs formes, moi j'en ai vécu deux, mais il en existe autant de mamans, de couples qui ont souffert, vous raconteront leur deuil périnatal et Bien ce sera chaque évidemment, fois quelque chose de différent. chacun est différent. Mais c'est un message, comme on disait tout à l'heure, pour le corps médical, parce que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour la communication avec les parents. C'est aussi toujours une communication, une relation que j'entretiens avec mes filles, avec ma fille principalement Olivia, parce qu'elle elle a vécu, donc voilà, on a eu quand même un contact. Mais c'est aussi laisser une trace pour l'entourage. Parce que comment l'entourage peut accompagner un couple qui vient de vivre un deuil périnatal? On n'a pas de mots, on ne sait pas quoi faire. Et pour le peu qu'autour de vous, il y ait des bébés à venir ou qui viennent d'arriver, mais là, c'est juste horrible. Et moi, pour l'avoir vécu, ma sœur est tombée enceinte au moment où ça a été le plus compliqué pour moi. Au bout de 6 mois de grossesse, je lui ai dit, je ne peux plus te voir. Il faut qu'on arrête de se voir. En fait, toi, tu vas passer au cap suivant. Tu vas rentrer dans ce dernier trimestre que moi, je n'ai pas eu la chance de vivre. Je suis désolée, mais elle l'a très bien compris. On s'est préservé l'une et l'autre. Mais voilà, il fallait que j'arrive à expliquer en fait euh, l'urgence de la situation. Qu'est-ce que c'est que d'être une maman en deuil quand autour de soi, tout le monde vous dit, allez, mais ça va passer, vous allez avoir un bébé, tu vas reprendre le travail, et puis ton corps, il va aller bien, et puis ta tête, et puis ceci, et puis cela. Oui, mais moi, sauf que moi, non, en fait. Moi, à ce moment-là, j'avais pas envie d'aller mieux. Moi, j'étais malheureuse, je voulais être maman, j'y arrivais pas. Euh, je voyais autour de moi que tout le monde y arrivait, que c'était super facile, une grossesse impeccable, une naissance impeccable, des beaux bébés, etc., etc. Et cetera. Et encore pire, ma propre sœur, qui, elle, y arrive mieux que moi, on va dire. Donc, j'ai changé ma façon d'écrire en me disant, et si tu étais quelqu'un qui connaissait pas le deuil périnatal, qu'est-ce que tu aurais besoin de savoir de tout ça? Donc là, à ce moment-là, on passe de la correspondance à un livre vraiment plus de Le partage, témoignage. de Ouais, le témoignage. témoignage, Ouais. exactement, le témoignage. Mais alors là, c'est vraiment une introspection que je fais à l'intérieur de moi. Je reprends tout depuis le début et j'explique tout. J'explique comment j'ai vécu cette interruption de grossesse, quels sont les termes, quels rendez-vous on a eu, donc je mets les dates. Je rentre dans des détails qui ne sont pas anodins parce que j'ai envie qu'on comprenne aussi qu'est-ce que c'est que de perdre un enfant. Perdre un enfant d'une fausse couche, c'est la nature qui vous impose, voilà, c'est que ce bébé-là n'était pas fait pour être viable, etc. Voilà, c'est une chose. Une interruption de grossesse, on la décide. Mais comment on la vit? Et qu'est-ce que c'est qu'une interruption de grossesse quand on la décide, quand c'est une malformation? Après ça, qu'est-ce que c'est que de perdre un enfant au cours d'une grossesse qui est viable? Voilà, à première vue, tous les examens sont parfaits et tout. Et du jour au lendemain, une fraction de seconde, poche des os qui seront. Au bout de 5 jours, vous accompagnez votre fille qui est en train de mourir et quelques jours après, vous l'enterrez. C'est le scénario catastrophe, on va dire, qu'on souhaite à personne, même à son pire ennemi. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on s'en relève? Et qu'est-ce qu'on pense après ça aussi? De quoi on va se nourrir en fait? Et moi, le message principal de ce témoignage, c'est d'abord une déclaration d'amour à mes filles, parce que j'ai eu la chance qu'elles me choisissent comme leur maman. Même si effectivement je n'ai pas connu Maëva physiquement parce que je n'ai pas souhaité la voir après sa naissance à 4 mois de grossesse, j'ai quand même pu tenir Olivia dans mes bras 2 jours. Euh, et en fait, oui, elles m'ont fait cette chance. Enfin, c'était vraiment un cadeau qu'elles m'ont fait d'être mes filles et de. Alors, ça peut paraître paradoxal. Il y a des gens qui vont dire, mais elle est folle cette fille, quoi. Elle vient de perdre ses enfants. Elle dit que c'est super. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'en fait, elles m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui, avec ses forces, mais ses failles, et avec les forces que j'ai pu construire à cause de ces failles, en fait. Qu'est-ce que dans ces forces-là, est-ce que vous arrivez
à mettre des mots dessus aujourd'hui. Moi, je vous rejoins complètement sur le fait de dire que quand bien même, bah, on a des parcours de vie qui peuvent être chaotiques et très difficiles, à partir du moment où on arrive à prendre vraiment du recul et puis, bien évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas Non, en une minute. C'est un processus avec parfois, des moments où on est, mieux, des moments où vraiment on redescend. Il y a ce rapport au corps dont vous parliez tout à l'heure tout à fait. qui est très, très fort aussi quand on est dans des traumas aussi vraiment liés au corps. Et malgré tout, ben, à un moment donné, j'ai le sentiment que quand on fait ce chemin-là et bien sûr, il y a des moments sombres, hein, c'est, Khalil Gibran là qui dit, qu'on voit l'aube qu'après avoir traversé une nuit. Je pense qu'il y a quand même et puis des nuits, il y en a plusieurs parfois, bien sûr sur une période plus longue, mais malgré tout, à un moment donné, j'ai ce sentiment quand on fait ce travail-là, quand on accepte aussi, vous me disiez tout à l'heure, je suis allée sur sa tombe, j'avais besoin de la voir, j'avais besoin à un moment donné de me confronter aussi à la réalité des choses. Ouais, Il y a beaucoup de gens, parfois dans le trauma aussi, qui préfèrent laisser les choses sous le tapis. Moi, je pense qu'au contraire, le fait d'avoir ce courage-là et puis de pouvoir se confronter aux choses, même quand bien même c'est super difficile, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre et il y a quelque chose qui vraiment, qui permet de voir à un moment donné, bah, la situation et la vie et notre histoire totalement différemment. Aujourd'hui, avec tout ce recul, hem et je vous rejoins tout à fait aussi quand vous dites, il y a des gens qui doivent se dire, «Elle est folle, voilà, on ne peut pas dire, merci ou on peut pas», malgré tout, quelles sont les forces que vous avez, développées et qu'est-ce qui s'est au fil des années posé, ouvert, à l'intérieur? alors déjà, c'est l'idée de se dire que dans la vie, on a toujours le choix. Mmh. Quand on vit un traumatisme, comme vous le disiez il y a quelques instants, soit on l'affronte, soit on joue le déni. Moi, j'ai fait le choix de l'accepter. Alors effectivement, l'acceptation, je crois que c'est la partie la plus difficile dans un deuil, parce que c'est vraiment se confronter à la réalité de se dire: «Bah oui, voilà, ton projet, il ne verra jamais le jour et tu es obligé de l'accepter comme ça». Donc moi, j'ai fait ce choix de me relever. Déjà parce que j'étais pas seule. Effectivement, moi, j'ai eu la chance dans ce deuil périnatal d'avoir une famille, des amis très présents. Moi, j'ai eu des séances de ménage organisées chez moi, en rentrant de la maternité, après Olivia. J'avais, des équipes qui venaient, qui se relayaient matin, après-midi pour me faire à manger, faire mon ménage, aller faire mes courses, mettre mon linge à laver. Enfin, c'est des choses que moi, j'ai eu la chance de profiter. Mais je sais qu'il y a d'autres couples qui malheureusement sont très, très isolés. Alors parce qu'eux décident de s'isoler, mais aussi parce que parfois l'entourage ne sait pas, n'ose pas venir proposer ou s'immiscer dans ce couple qui est en deuil et qui est en souffrance en fait. Euh, les forces, ben, ma force principale, c'est, je pense, le courage d'avoir accepté. Je pense que c'est vraiment ça. Et après, très vite, l'envie de faire de ces deux tragédies quelque chose de positif. À quel moment ça a basculé ça? Où vous avez pu, vous dire: «Bon, bah, OK, voilà ma réalité et je vais en faire quelque chose, je vais faire quelque chose de Bah, mon». j'ai envie de vous dire que c'est au moment où j'ai décidé d'écrire ce témoignage Mmh. que je me suis dit: «Là, je suis en train de passer à une étape supérieure et c'est ça qui va me libérer aussi». Parce que du coup, l'écriture, elle est libératrice. L'écriture non pas thérapeutique pour soi, mais l'écriture à un moment donné pour partager. Bah, ouais, parce que Ouais. du coup, on se dit qu'on va toucher quelqu'un en face. La personne qui va lire le bouquin, forcément, elle va réagir à un moment ou à un autre, que ce soit parce qu'elle a vécu des choses similaires ou parce qu'elle s'imaginait pas que des choses comme ça pouvaient arriver aussi. Et du coup, de se dire, ben, ça peut être la voisine, la copine, la tante, et de se dire, ben, si un jour je suis confrontée à quelque chose, moi, comme ça, ou que je connais quelqu'un, peut-être je serai un peu mieux armée aussi pour aller vers cette personne et lui apporter ce dont elle aura besoin éventuellement. Mais vraiment, ça a été à ce moment-là, parce que pour en revenir au rythme d'écriture, là, sur la fin, donc le manuscrit, il est achevé depuis le mois de mars. OK. Il y a des nuits où je me suis levée, il était 2 heures du matin. Mon mari qui se levait à 6 heures pour aller bosser me disait:
mais qu'est-ce que tu fais sur ton PC et tout? Laisse-moi, laisse-moi. Et donc, il fallait que ça sorte. Et Mmh. j'écrivais, mais des pages entières. Et c'était l'urgence. Parce que je voulais pas oublier les mots, je voulais pas oublier le contexte. Et il fallait vraiment que tout. Alors, ce que je précise aussi, c'est que je me suis pas du tout censurée. Dans tout ce que j'ai écrit, il y a rien de romancé, il y a rien d'enrobé. Alors, c'est du brut de décoffrage. Parce que ma réalité, c'est d'avoir vécu ça aussi. C'est du brut de décoffrage. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas enrubanner ce genre de situation. Pour l'avoir vécu, tout est violent, tout est percutant, c'est fracassant, c'est exténuant, enfin voilà, il y a tellement de termes comme ça qui viennent faire écho. Mais l'idée, c'était de se dire, écoute, tes filles, elles sont venues dans ta vie, elles t'ont quand même apporté quelque chose. Il faut que derrière, il y ait un message positif. Et ça a été ça. L'idée de ce bouquin, c'était de dire, eh ben, je vais raconter notre histoire, mais dans l'idée elle va profiter à quelqu'un. Et même si c'est qu'une personne, bah, je serais contente d'avoir pu apporter quelque chose à cette personne. Alors, évidemment, mon ambition, ce serait que ça touche beaucoup de monde. L'idée, ce serait aussi, alors je profite du coup aussi de ce moment pour parler des associations qui entourent justement les familles et les couples qui subissent le deuil périnatal. Moi, très vite, j'ai été dirigée vers une psychologue voilà, d'hôpital. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a quand même, alors elles ne sont pas très nombreuses, elles sont à peu près une trentaine, il y a quand même une trentaine d'associations en France qui s'occupent de gérer les parents, voilà, les familles en deuil. Et on ne le sait pas en fait. On ne le sait pas. Et l'idée, ce serait aussi bah, d'aider ces associations. Moi, l'idée que j'ai principale de mon bouquin, c'est pas un bouquin qui va être fait pour être financièrement rentable. Il n'y a pas ce côté matérialiste de dire oh, je vais me faire de l'argent, je vais être célèbre, pas du tout. Mais l'idée qui est cachée derrière, c'est quand même de me dire que l'argent, le bénéfice de cette écriture, elle sera destinée aux associations. Parce que réellement, je le souligne, elles font un travail de dingue, ces personnes. Parce qu'elles vous écoutent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, elles vous reçoivent, elles font des formations. Et en fait, j'ai fait une très très belle rencontre justement de Anna et Caroline qui font partie de l'association Rêve de Parange. Lorsque j'ai cherché quelqu'un pour m'accompagner dans l'édition de mon manuscrit, elles ont répondu présente. Elles m'ont dit, écoute Christelle, nous, ton projet, il nous plaît à 300%. Par contre, on ne sait pas comment t'aider et on n'a pas de finances. Alors à l'époque, je ne cherchais pas de financement, je n'en cherche toujours pas. Moi, ce que je veux, c'est une publication, voilà, faire connaître mon bouquin. Et en fait, il y a quelque chose de très fort qui est passé entre nous et elles ont gentiment accepté d'écrire la préface de mon bouquin. Et ça, bah, c'est génial parce que du coup, c'est aussi leur laisser un peu, comment on dirait, sur la voie publique, une vision, quoi. Espace de parole et puis de Exactement, de dire: nous, on est là aussi, quoi. On ne parle pas de nous, mais voilà ce qu'elles font. Alors elles sont doulas et elles m'ont expliqué que dans leur travail de doula, elles fréquentent forcément la vie, puisque c'est leur métier, mais aussi la mort. Et elle s'était dit que c'était une nécessité aussi pour elles de se former à l'accompagnement à la mort, quoi, parce que ben, forcément, la vie est pas rose pour tous les couples. Et donc, on a créé un lien très très fort. Et voilà, l'idée, c'est vraiment aussi d'arriver à faire connaître ces associations et de leur apporter de l'eau à leur moulin. Alors, que ce soit par le biais voilà, de ce podcast, que ce soit par le biais de mon bouquin quand il sera édité, et par le biais financièrement aussi pour qu'elles puissent s'équiper, avoir des locaux pour accueillir les familles. Enfin, c'est l'idée aussi derrière. Voilà, et ça, je me dis que c'est aussi ça le projet de ce bouquin. C'est que ça ne se résume pas qu'à moi, en fait. C'est être en train de utile. prendre une dimension Être qui me utile. dépasse. Ouais. Voilà. Mmh. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, de quelque chose de dramatique, l'idée de se dire qu'un jour on peut en faire quelque chose de beau, même si c'est toujours douloureux, bah, c'est juste magnifique, quoi. Mmh. C'est vraiment, hein, quelque part, le principe de la résilience aussi, hein, je C'est pense. ça. Pouvoir faire, modifier les choses et puis du coup, arrêter d'être auto-centré aussi sur sa propre histoire et puis à quelque part se dire: «Bon, bah, ouais» et que comme vous le dites aussi, même si c'est qu'une personne, 2 personnes, 10 Mm. personnes, à quelque part, c'est le principe du colibri, hein, qui fait à quelque part, chacun fait sa part et même si chaque histoire est différente parce que chaque, trauma, chaque histoire, chaque personne vient d'un environnement différent, donc forcément, on va ressentir les choses différemment. Mais je vous rejoins aussi dans cette idée, tout à l'heure vous utilisiez ces mots,
de brutalité. Voilà, j'avais envie de rien censurer. Moi, c'est vraiment mon principe aussi, parce que je crois que en restant dans la censure, on met encore, on laisse encore des choses sous le tapis. Et faire face aux choses, même si c'est difficile, ça permet aussi à un moment donné de se rendre compte que derrière ces choses difficiles, il y a autre chose. Et je reprends le titre de votre livre, Olivia, Mon cri d'amour, ma douleur. Il y a quand même, à quelque part, il y a ce cri, Ouais, d'accord, mais qui est associé aussi à l'amour, et qui est associé à la douleur. Je trouve que ces mots, ils sont super, super intéressants, quoi. Il y a le cri où à un moment donné, voilà, il faut que ça sorte. Mon oui, propre livre s'appelle Écoutez-moi. Ça a été aussi à un moment donné ce besoin à un moment donné d'être entendu. Et puis, comme vous, j'ai pas souhaité me censurer, parce que je crois oui, que voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est important à comprendre. Mais derrière toute cette douleur aussi, et derrière ce cri, il y a aussi euh, cet amour qui est là, qui parfois est masqué par effectivement toutes nos couches de trauma, toutes nos histoires, tout ce qu'on a pu aussi à quelque part continuer à ressentir, à expérimenter, hein, au fil des années. Mais oui, je pense que derrière, il y a, et c'est assez intéressant parce qu'à quelque part, on fait une boucle au début de ce podcast. Vous aviez utilisé ce moment grâce également. oui, Et je trouve que c'est un super beau mot qui est parfois qu'on ne peut pas comprendre quand on a la tête dans le guidon et quand on est en plein dans notre trauma et dans la douleur physique, mentale. Mais malgré tout, quand on fait ce chemin, enfin, c'est en tout cas le sentiment que j'ai, d'oser aussi creuser, d'aller dans le dur, d'aller parfois aller voir ce qui est difficile, il y a derrière, on découvre cette vie qui finalement cherche toujours à s'exprimer, même si c'est à travers des expériences vachement difficiles et oui. hyper douloureuses, quoi. Ben, moi, l'idée aussi, c'est que je reste une maman chanceuse. Mhm. Alors, je m'entends quand je dis ça. Effectivement, les gens vont se dire, alors cette fille, elle a vraiment un pet au casque parce qu'elle a perdu deux enfants de façon dramatique et elle dit qu'elle est quand même une maman chanceuse. Bah oui, parce que grâce à mes filles, j'ai réussi quand même à être maman d'un petit garçon qui a 15 ans aujourd'hui. Euh, et en fait, de cette grossesse, euh, ça n'a pas été simple pour pouvoir débuter cette troisième grossesse. Mais j'ai fait de cette grossesse quelque chose d'unique, de merveilleux. Je me suis permis, j'ai pris 21 kilos, j'ai fait ce que j'ai voulu quand j'ai voulu. Et chaque fois que mon enfant bougeait à l'intérieur de moi, je me disais, mais ça, c'est un cadeau. Prends-le, profites-en, ressens-le, parce que c'est des choses que je n'ai pas vécues avec mes filles et qui m'ont manqué. Voilà. Et donc, j'ai tout pris avec mon fils. Et la chose que je m'étais dite, c'est qu'il était interdiction de transposer l'absence de Maëva et d'Olivia sur cet enfant. Maëva était une histoire, Olivia une autre histoire, Sacha en est une troisième, et elles sont liées les unes aux autres parce que je suis leur maman, mais elles n'ont pas vraiment de lien entre elles dans le sens où j'ai pas voulu faire de Sacha l'enfant qui répare, voilà, ou qui remplace, parce que ça, c'est un terme qu'on m'a souvent dit, ah bah t'as réussi, t'as remplacé. Non, mais on remplace jamais personne, que ce soit un adulte ou un enfant, on remplace jamais personne. Mais l'idée, c'était de se dire que cette grossesse devait être unique et qu'il fallait que je prenne tout ce que j'avais à prendre parce que malheureusement, le destin, c'est lui qui avait décidé de est-ce que cet enfant viendra un jour, je pourrai un jour rentrer avec lui dans les bras à la maison, ou est-ce que malheureusement, cette grossesse va aussi s'interrompre à quel moment et de quelle manière. Et en fait, le bouquin, il termine là-dessus. Il termine sur le moment où je rentre de la maternité avec Sacha dans les bras. Et là, c'est juste l'explosion, l'effusion de bonheur, mais en même temps, avec toute cette douleur passée de me dire, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire avec mes filles et que malheureusement, la vie ne m'a pas offerte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Sacha, il faut que je ne m'interdise rien et que je vive pleinement cette relation. Et c'est vrai que mes filles me manquent, je vais pas mentir, j'y pense tous les jours, parce qu'elles sont inscrites dans ce corps qui a souffert, hein, voilà. Mais parce qu'aussi, je sais que je suis là aujourd'hui parce qu'elles ont fait partie de ma vie,
que j'ai la chance de vivre cette belle relation avec mon fils et mon mari, parce qu'il y a eu aussi mes filles. Et je remercierai encore jamais assez mon mari, parce que, comme on le disait tout à l'heure, notre couple, malgré toutes ces épreuves, a survécu. Et d'ailleurs, la sage-femme qui m'a suivie à l'hôpital de Poissy, quand elle m'a vue arriver la deuxième fois, après l'accouchement d'Olivia, m'a dit: «Oh, mais Madame Esnoul, enfin vraiment, mais je suis tellement désolée pour vous et tout.» Elle m'a dit: «La seule chose que je peux vous dire, c'est que, contrairement à d'autres mamans, je suis heureuse de constater que c'est toujours le même papa.» Mmh. Et sur le moment, je me suis interrogée en me disant: «Mais de quoi elle me parlait?» Elle m'a expliqué, elle m'a dit: «Vous savez, il y a très, très peu de couples qui survivent à un deuil périnatal. Et là, vous êtes en train d'en vivre un deuxième et votre mari est toujours là.» Alors ça ne voulait pas présager que mon mari resterait après, mais on a la fierté aujourd'hui, quand on se regarde, de se dire: «Bah, on continue notre bout de chemin ensemble, sur la même route, toujours main dans la main et avec, la fierté d'être les parents de ces 3 enfants.» Voilà, et ça, c'est juste quelque chose qui est beau, en fait, parce que c'est de ça aussi. Toute cette douleur, toute cette violence, toute cette cruauté, on en a fait quelque chose de beau. On s'est dit: «Bah, nous, on a envie d'aller chercher du beau derrière. On va pas toute notre vie, vivre avec, parce que sinon on se serait séparés. Moi, j'aurais été, quelqu'un de dépressif.» Enfin, voilà, c'était pas notre but. Quand on s'est mis en couple, on voulait créer une famille. On a réussi. C'est pas la famille qu'on avait espérée au départ, mais c'est quand même notre famille, celle que nous, on a été capable de créer et on en est super fiers, en fait. Et moi, vraiment, mon mari a été un pilier d'une force et d'une résilience aussi tellement importante. Il est tellement pragmatique, tellement posé. Là, quand j'ai fini mon manuscrit, je lui dis: «Veux-tu le lire avant que je l'envoie?» Il m'a dit: «Non, je te fais confiance.» Je lui dis: «Oui, mais pourtant, je parle beaucoup de toi parce qu'on a vécu cette expérience ensemble. Je découvrirai quand le livre paraîtra.» Et en fait, cette confiance aussi qu'il me fait, qu'il a remise en moi le jour où on a décidé de mener une troisième grossesse, c'était un cap aussi de se dire, bah, ça y est, on se relance. Est-ce que lui, il y croit? Est-ce que j'y crois? Est-ce qu'on y va ensemble? Ben voilà, aujourd'hui, on est content de se dire que ce bout de chemin, on l'a fait, qu'on a réussi. Et puis, ce bouquin, l'importance de le faire éditer, c'est mon rêve, ce serait de pouvoir le voir posé sur mon étagère et de me dire: «Ça y est Christelle, tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu as transmis ton message. Tu peux aujourd'hui passer à autre chose, ouvrir peut-être un nouveau livre, mais ce livre-là, il est fait, il est bien fait et voilà, sois sereine de tout ça, quoi.» Et vraiment physiquement, je pense que le jour où j'aurai mon bouquin sur mon étagère dans ma maison, ça sera la clé, de quelque chose d'autre, qui m'amènera certainement encore, un autre chemin, quoi. Mais voilà, c'est important. C'est vraiment important visuellement et psychologiquement, ouais. De le tenir, de l'imaginer et d'imaginer commencer à le tenir. Moi, je me souviens des miens quand ils sont arrivés dans le carton livré à la maison. Oui, il y a vraiment quelque Et chose, oui, on ne prend pas vraiment conscience de ce qui est en train de se le passer, mais cœur qui palpite en se disant: «Mais ça y est, c'est réel, totalement. ils sont là.» Et puis bon, bah, voilà, c'est juste le premier qu'on sort de se dire, «Ça y est, je l'ai fait, quoi.» Mmh. Et puis mon message, ça y est, il va commencer à être diffusé. Et ça, bah, ça n'a pas de prix, quoi. C'est quelque chose qui est au-delà des mots. Ouais, c'est alors je souhaite que ce moment arrive là, dans l'année qui s'achève ou celle qui va débuter. L'idée, c'est que du coup, comme je disais tout à l'heure, le 20 janvier 2025, ça sera les 20 ans de naissance d'Olivia. Et effectivement, je trouve que c'est une belle date pour boucler la boucle et pour poser ce livre sur mon étagère. Excellent. Je termine souvent le podcast avec, cette question-là. Si vous deviez, imaginer, que votre livre effectivement devienne un best-seller, on va imaginer, qu'il y ait une petite baguette magique, qu'il y ait une campagne de pub comme ça qui soit faite, dans le métro parisien. Vous voyez, donc le métro, c'est pas très illuminé, en tout cas, il y a pas beaucoup de lumière, du jour, et donc qui est la couverture de ce livre et qu'à côté, il y a un message complémentaire encore. Quel message vous auriez envie de transmettre à ces, centaines, milliers de gens qui pourraient voir au quotidien en ayant un peu la tête dans le guidon et peut-être en ayant vécu des choses aussi difficiles, Ben, il y en a un qui me vient tout de suite, qui ouais. va résumer ce dont on a échangé avant: «Quand l'amour est plus fort que la mort», quoi. Quand l'amour est plus fort que la mort. Bah, ouais, parce que réellement, moi, je crois que c'est l'amour de mon mari, l'amour de mes proches, l'amour de mes filles qui m'ont permis, de me relever, d'envisager et de m'autoriser aussi
à vivre cette vie de maman autrement, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est vraiment ça. L'amour, c'est un terme, c'est l'amour avec un grand A, quoi. Mmh. Parce qu'on a tellement besoin de ça. Quand on vit un drame, quel qu'il soit, si on n'a pas d'amour autour de soi, c'est difficile de se relever, quoi. Donc, l'amour et l'écoute. Parce que quand on n'a personne pour être écouté, bah, on fait son petit cheminement tout seul et c'est bien compliqué. Moi, j'ai eu la chance autour de moi de faire de belles rencontres, d'avoir des oreilles attentives, d'être bien prise en charge. Et ce bouquin aujourd'hui, c'est vraiment une finalité de quelque chose. C'est pas le commencement. En fait, c'est la finalité de toute cette histoire, voilà, qui dure depuis un moment. Et une fois que j'aurai ce bouquin chez moi, là, ce sera le commencement d'autre chose. Mais c'est vraiment Tremplin, un tremplin exactement. vers, Et l'idée, ce serait ça, ce serait de faire aussi, de mon bouquin une carte de visite parce que j'ai un projet professionnel qui voilà, qui se met en place depuis un moment dans ma tête et l'idée, ce serait d'intervenir, au niveau du deuil, périnatal. Donc effectivement que ce bouquin, bah, il va, j'espère, m'ouvrir des portes pour pouvoir, mettre, en place ce projet professionnel qui me tient à cœur, voilà. Ce serait de partager de l'autre côté, la maman qui a vécu, mais aussi l'accompagnante qui, elle, va vraiment trouver les mots et comprendre ce que la personne d'en face va lui dire. Et bah, je crois que, en fait, le message aussi, c'est que finalement, peut-être que ma destinée, c'était celle-là. D'arriver un jour à être capable de passer de l'autre côté pour accompagner celles qui ont vécu ou qui vivent la même chose que ce que moi j'ai vécu. et donc là aussi, à quelque part, ça recadre complètement l'histoire. Parce que, effectivement, on la voit à partir d'une autre perspective. Ouais, Christelle, je vous remercie beaucoup pour cet échange aujourd'hui, bah, tout en sincérité. On sent l'énergie, ouais. l'énergie qui est là vraiment, de la combattante qui a été là, de la guerrière, mais aussi voilà, l'énergie d'amour qui est derrière tout ça et cette volonté de continuer à transmettre et bah, je crois on est là pour ça aussi à quelque part, pour pouvoir, être ce lien. Le podcast, je l'ai appelé «Trait d'union», être le trait Oui. d'union, hein, entre ces différentes, histoires de vie et puis entre ces différentes étapes parfois qui peuvent être aussi, compliquées. Je pense plus on va être en mesure aussi de pouvoir partager à un niveau de sincérité, d'authenticité, de vérité plus, Je crois que c'est important d'être authentique parce que quel serait l'intérêt d'écrire quelque chose si on n'y met pas de l'authenticité? Il y a aucun message derrière ça, en fait. Si c'est juste dire pour dire, mais que c'est sans ressenti, il y a pas d'intérêt derrière, en fait. Si c'est juste faire le constat de quelque chose, ben, tout le monde est capable de faire le constat. Par contre, si on y met dedans nos intentions, nos émotions, nos ressentis, ça prend tout de suite une dimension différente. Et là, on peut capter quelque chose chez quelqu'un qui se serait peut-être pas arrêté devant le bouquin en se disant ouais non, enfin ça m'intéresse pas. Et puis finalement, quand il commence à lire, il se dit ah mais ça me parle tellement. Mais oui, c'est exactement ça. Mais c'est ça que je sens, c'est ça que je ressens, c'est ça que j'ai vécu. Et c'est en ça que le partage, la transmission, elle est super importante de se dire on arrive à poser des mots sur les mots, donc les mots MOTS, sur les mots MAUX de certaines personnes qui, elles, n'arrivent pas à exprimer aussi simplement et facilement que nous, parce que moi, je trouve que s'exprimer, c'est aussi ben, une grande qualité que tout le monde n'a pas. Et c'est juste génial d'arriver à le faire aussi pour les autres et que quelqu'un arrive à se retrouver dans ce qu'on écrit. Euh, ben, c'est porteur de plein plein de choses derrière, quoi. Ça peut déclencher aussi des envies, donc je c'est beau, quoi. j'entendais dernièrement, je ne sais plus dans quelle prison, à quelque part, ils avaient mis en place, une espèce de campagne pour, augmenter, donc c'était autour de la lecture, de l'écriture, pour augmenter aussi le niveau donc de mots justement, des prisonniers et puis s'étaient rendu compte que la violence avait baissé parce que Ouais. du coup, à un moment donné, bah, ils étaient en mesure, soit bah, d'écrire un truc pour le gardien et à quelque part, il y avait une possibilité de pouvoir d'avoir plus de mots, le vocabulaire, et une porte d'entrée, les mots, hein, Oui, au pour sein de exprimer, tout simplement, s'exprimer, voilà, trouver une manière d'exprimer qui on est, de quoi on a besoin, ce qu'on veut, quoi, en fait, c'est ça, ouais. commencement des temps était le verbe, hein, on dit souvent. Donc là aussi, à quelque part, on est sur, les mots, trouver les mots justes et puis pouvoir les transmettre et puis peut-être aider à d'autres ensuite, ou en trouver pour d'autres aussi, Oui, ça permet vraiment de créer ce lien-là.
c'est Donc, sûr. bah, Christelle, merci beaucoup. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et plein de succès pour la suite de cette aventure d'écriture, dans la recherche, maintenant le fait de trouver un éditeur, dans la publication. Et puis, je suis sûre que janvier 2025 va être une date très intéressante et très importante pour vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci Sylvie, merci aussi à vous pour voilà, ce contact, pour ce trait d'union que vous créez parce que finalement ça permet voilà, que les gens se rencontrent, même si ça reste que du virtuel parce que c'est un podcast qu'on écoute ou juste qu'on regarde. Je trouve ça génial aussi l'idée de se dire que des gens comme nous qui ont cette facilité d'écrire et de parler puissent transmettre un message aussi fort, même s'il est douloureux en fait. Et ça, je trouve que c'est important. Donc merci. Et je terminerai en disant que, voilà, encore une mention spéciale à Audrey parce qu'elle a une place importante. C'est aussi elle qui a été le moteur de déclenchement du revirement de situation pour ce bouquin. Tellement important, ces rencontres. Ouais, Je parle des rencontres nécessaires, c'est des voilà. rencontres. Ouais. Mm. C'est une très belle rencontre et voilà, je sais que grâce à elle, il va se passer encore plein de choses et elle m'a aussi donné la confiance en moi pour me dire, ben oui, tu es capable de le faire, tu en as besoin, mais oui, tu es capable. Donc voilà. Merci beaucoup, Audrey. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci. Merci Sylvie, bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci.